Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment construire son offre. Alors c'est un très grand mot, construire son offre, mais je pense qu'avant de s'installer, il faut savoir un petit peu avec qui on va travailler et ce qu'on va proposer. Et une des choses qu'on fait rarement finalement, puisque on part un peu en mode allez hop, on verra qui vient, et que c'est très difficile au début de cadrer notre pratique parce que ça veut dire refuser peut-être un certain public ou de certains problèmes ou des choses comme ça. Et ce qui est quand même assez difficile parce qu'au début, eh bien on a envie de travailler, on a envie de pratiquer, on a envie d'aider, et donc refuser du monde va à l'encontre de ça. Donc je pense qu'on se trouve dans une espèce de dissonance cognitive à un moment, de dilemme, qui nous fait dire « Ah, ça marche pas, donc on va pas faire de choix et on va pas cadrer. » Moi je pense que c'est intéressant au début de cadrer. Donc on va pas faire un cours marketing là, parce que ça n'aurait que peu d'intérêt, mais on va parler essentiellement du cadre, et je pense que définir une offre marketing comme on nous le propose dans certains cours marketing, c'est très intéressant. Mais quand on démarre, je pense pas que ce soit l'urgence. Quand je dis définir une offre marketing, c'est que on va nous faire travailler un avatar, on va nous faire travailler une cible. Ça, moi, je trouve ça super, mais quand on démarre, la première étape, ça reste quand même de démarrer, de commencer à pratiquer tout ce qu'on peut pratiquer, enfin, pas tout, mais vous verrez, mais tout ce qu'il est possible pour nous de pratiquer, c'est bien de commencer, pour pas rester justement dans de la projection, il faut que je fasse ça avant de m'installer, je suis pas encore capable, machin patin. Donc ça, c'est pour les gens qui seraient pleins de doutes, de peur et qui retardent leur installation. Ne trouvez pas dans la création d'une offre une excuse de plus pour ne pas s'installer, mais ça reste une étape par laquelle il faudra passer, je pense, à un moment donné, puisque j'ai l'impression, et de ce que j'en ai vu et de ce que j'ai expérimenté, et des gens avec qui j'ai travaillé, plus on travaille large, et parfois moins on a de clients, souvent même, notamment dans des milieux ultra compétitifs comme les nôtres là. Ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, on va essentiellement parler du cadre. Donc le cadre, ça va être très large aussi. C'est pour ça qu'on va pas tout voir dans le cadre, on va voir une espèce de déontologie et d'éthique sur ce qu'on peut et ce qu'on veut accompagner. C'est-à-dire qu'on va essayer de cadrer les personnes ou les problématiques que l'on peut recevoir. C'est pas si simple que ça, de définir par exemple, de se dire, en fin de praticien, qu'est-ce que je peux accompagner ? C'est pas si simple que ça, mais je pense que c'est utile, nécessaire et indispensable. Allons jusqu'au bout des mots, parce que même si on a besoin de faire du terrain, de voir du monde, les clients ne sont pas nos cobayes, c'est des gens en souffrance, qui viennent, qui nous font confiance, qui ne savent peut-être pas qu'on démarre, qui savent pas qu'on n'a pas d'expérience et qui ont besoin de nous. Et ça, on en a bien conscience parce que souvent on est stressé quand on démarre. Que ce soit pour eux, pour le respect des personnes qui viennent nous voir en souffrance et qui ont besoin d'aide, que ce soit pour nous, pour faire descendre le stress, pour pas nous mettre dans des bazars monstrueux, eh bien, on va pouvoir définir, en tout cas vous allez pouvoir définir ce que vous êtes capable d'accompagner à la fin d'un praticien. Donc vous posez cette première question, qu'est-ce que je suis capable d'accompagner ? La bonne réponse n'est pas tout. Alors moi j'ai mis, mais je vais faire large parce que ça va dépendre aussi de vos formations. J'ai mis, à mon avis, tout ce qui est les émotions. Quand elles sont pas excessives, qu'on n'est pas sur du borderline, sur des émotions de tristesse intense, comme dans dans des risques suicidaires, ou on n'est pas dans des dépressions, mais des émotions liées à une situation, à un problème. J'ai appris que, par exemple, j'étais malade et je le vis mal. Je le vis mal peut être une problématique qu'on peut accompagner. Donc ça, c'est plus de la gestion d'émotions. Toutes les émotions liées à des stress, de la prépa mentale, par exemple, pour un examen, pour un entretien. Donc là, je parle pas de la prépa mentale d'un sportif. Quoi, pour certains peut-être, hein, mais le sport, en tout cas à haut niveau, a des spécificités quand même. De la prépa mentale pour le bac, pour le permis, ça c'est tout à fait possible. Accompagner des transitions de vie, je change de métier, qu'est-ce que ça peut être ? Les transitions de vie, ça peut être j'ai la quarantaine, je pète un plomb, ça peut être je fais dans le cliché, c'est parti. Je me suis fait virer, on peut, je pense, accompagner. Alors, je suis très, vous le voyez, vous m'entendez, prudente. Prudente pourquoi ? Parce que je ne sais pas le niveau exact de vos formations, que je ne sais pas non plus comment vous avez travaillé dans vos formations, c'est-à-dire est-ce que vous avez beaucoup travaillé, est-ce que vous êtes allé plus loin que ce qu'on vous a proposé, est-ce que vous avez cherché de vous-même, est-ce que vous avez travaillé à domicile, enfin chez vous, est-ce que vous avez juste suivi les cours de la formation et puis on verra bien ce que ça donne. Donc tout ça, ça va jouer aussi. Est-ce que vous faites superviser, voilà.
Et tout, je ne sais pas non plus ce que vos clients vont vous apporter, parce que quelqu'un peut arriver avec je suis stressé pour un examen et on tombe sur plus grave, plus problématique. Donc là, faut avoir la capacité de rester sur je suis stressé par un examen et de pas aller par exemple sur un psychotrauma de quand j'avais 8 ans ou 3 ans, il s'est passé un truc et c'est très problématique et donc on va partir dans des régressions, machin, patin. Non. Donc il faut arriver à suivre l'objectif de départ de la personne. Pour nous en coaching, c'était assez facile parce qu'on avait un contrat. Donc sur le contrat, il était écrit l'objectif et c'est quand même plus facile de le garder. En hypnose, des fois, suivant ce qu'on pense, par exemple, dans nos façons de voir les choses, parfois il y a un côté un peu psychanalytique sur, il y a eu une cause dans le passé qui crée le problème aujourd'hui, et donc on voudrait aller faire des régressions dans le passé et aller régler les trucs. Ce qui n'est pas forcément vrai, pour le coup, ça peut être plein de choses d'autres. Donc il faut arriver à se cadrer soi-même dans sa pratique, d'où le superviseur. Et là, à mon avis, au début, c'est très très important d'en avoir un, d'avoir pris en compte qu'il y aurait cette dépense-là. Donc ça, c'est ce que vous êtes capable d'accompagner, donc à vous de le voir. Moi, je vous donne quelques pistes, mais ce sera vraiment à vous de vous confronter à vous-même, peut-être en groupe avec des potes, des potes de formation, peut-être avec des gens un peu plus, peut-être avec votre superviseur, peut-être avec des gens qui sont plus avancés dans la pratique. Il va falloir définir ça, qu'est-ce que vous êtes capable d'accompagner, qu'est-ce que vous n'êtes pas capable d'accompagner. Donc là, c'est plus facile, tout ce qui est addictions lourdes, tout ce qui est allergie, alors là, ce sera pour tout le monde, c'est interdit. Tout ce qui est en lien avec des maladies, la douleur, les allergies, donc là on tombe sur les TCA, la dépression, des choses comme ça c'est non, hein. Les addictions lourdes, voilà, tout ce qui est lourd et sévère, tout ce qui est à base de maladies, on n'accompagne pas. Je pense que ça pourrait le faire pour un peu tous les hypnos, même pas juste les débutants. Chacun verra midi à sa porte pour le coup. Et chacun se formera en conséquence. Si on veut accompagner des addictions lourdes, on se formera là-dessus, on se formera en psycho, on ira potentiellement faire des stages dans des services d'addicto, voilà. Et on aura un réseau pour nous aider à accompagner ces personnes. Et peut-être qu'on les accompagnera que sur un pan très particulier de l'addiction, peut-être par exemple sur l'automatisme comportemental. Ou sur le craving. Mais pas sur peut-être le reste, ce sera l'addicto qui s'occupera du reste. Voilà. Donc ça, c'est capable, pas capable. Il va falloir se mettre face à vous-même et être réaliste dans ce que vous êtes capable d'accompagner et pas capable d'accompagner. Difficile. Faites-vous accompagner si vous avez du mal, par des copains, etc., ce que je viens de dire. Vous avez aussi ce que vous avez envie ou pas d'accompagner. Par exemple, moi, j'ai jamais accompagné les enfants parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors, je pense qu'en plus, c'est un public particulier pour lequel il faut se former parce que les techniques sont pas exactement les mêmes et que l'approche n'est pas la même. Mais j'ai jamais eu envie de faire cette formation et ça m'intéresse absolument pas. Donc les seuls ados que j'ai accompagnés, ça sera prépa mental sportif. Mais voilà, il y a peut-être des publics particuliers ou des problématiques particulières qui résonnent trop chez vous. Par exemple le poids, moi j'ai pas accompagné non plus. J'ai dû faire 1 ou 2 séances avec des gens et puis j'ai rapidement dit ok, non, je ne suis pas la bonne personne. J'ai fait 1 ou 2 suivis et puis après j'ai arrêté quoi. Donc vérifiez aussi ce que vous avez envie ou pas d'accompagner, quel public, quelle problématique ce serait peut-être trop touchant pour vous. Donc ça, on fait une croix dessus également pour l'instant, hein, ça veut pas dire que la croix sera tout le temps là, hein, mais pour l'instant, à ce niveau de démarrage post-praticien par exemple, ou post-med-prat, eh bien, c'est non. Et puis, dans le cadre, donc là, vous voyez, c'est un très petit bout du cadre, hein, mais je pense que là-dedans, dans cette idée de ce que j'ai envie ou pas d'accompagner, ce que je suis capable d'accompagner, et puis quand on démarre, ça va être très important de se faire un réseau rapidement, ou d'avoir des numéros d'urgence à disposition, avec un petit doc qu'on pourra faire passer à nos clients si besoin, parce qu'on tomberait, comme je vous disais, sur quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu au départ, que la personne vient pour préparation mentale, je sais pas quoi, et on tombe sur plus grave, donc là, avoir des gens vers qui renvoyer ces personnes, en disant que vous pouvez continuer un suivi sur telle partie, les émotions par exemple, mais que il va falloir aller traiter ça avec un addicto, avec un médecin, un psychiatre, psycho, un autre hypno qui serait formé à ça, enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Mais avoir un réseau de numéros pour pas laisser les gens dans le pétrin. Donc ça, à mon avis, ça me paraît très important que ce soit pour vous ou pour vos clients, pour vos coms, pour savoir pourquoi ils vont venir, qu'ils sachent qu'ils choisissent la bonne personne. Alors peut-être que vous serez pas la bonne personne, hein, mais qu'en tout cas ils
que ce soit assez clair sur vos communications et pour vous, dans votre cadre de départ, quand vous le poserez avec la personne au premier rendez-vous. Première étape pour moi de ce qui est de créer une offre. On est, je le rappelle, sur une offre débutant, création d'offres débutant. Donc on n'est pas sur l'offre marketing à fond, avatar, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir définir si vous faites des choses, ça aussi ça va être du cadre, hein. Ça va être, est-ce que vous faites du one-shot ou est-ce que vous faites en plusieurs séances? Le one-shot a tendance, de ce que j'ai discuté avec des débutants et débutantes, a tendance à stresser parce que ça met une pression du résultat. Moi, le one-shot, j'y crois absolument pas. C'est pas dans ma façon de voir les choses, ni en coaching, ni en hypnose. Je n'aime pas ça, je vois pas l'intérêt, je n'aime pas ça avec les clients. J'aime pas accompagner de cette façon-là. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça et qui trouvent qu'il y a des résultats. Donc là, ce sera potentiellement à vous d'explorer. Et là, ce sera avec le terrain, de savoir si vous aimez ou pas ça. Mais si vous avez de base des croyances sur, par exemple, le temps. Enfin, moi, je pense que le changement profond demande du temps. Et même du temps pour pas être violenté, entre guillemets, pour pas que le client soit violenté, pour pas se mettre la pression, pour pas lui mettre la pression à lui, enfin voilà, pour créer l'alliance, tout ça, suivant la personne que vous avez en face de vous évidemment, mais peut demander du temps. Donc il peut y avoir par exemple un premier rendez-vous qui serait essentiellement, j'en sais rien, si on part en débutant, peut-être définition d'objectifs, du problème, et création de l'alliance, et peut-être à la fin un petit truc d'hypnose, pour commencer à créer des phénomènes hypnotiques, tester, et puis donner un petit boulot à faire à la maison sur auto-hypnose, où vous avez préparé un audio, je sais pas, ça pourrait être un truc comme ça, quoi, et se dire, moi comme ça j'ai le temps de réfléchir à un plan de travail, de voir peut-être avec mon superviseur si besoin, et à la deuxième séance, on commence le travail proprement dit. Donc ça c'est important de le réfléchir, parce que si vous dites que vous avez minimum 2 séances ou 3, ce sera peut-être pas les mêmes tarifs que si vous faites du one-shot, je ne sais pas, là pour le coup, donc les tarifs, il va falloir les fixer en fonction de ce que vous proposez, du cadre de ce que vous proposez, et le cadre, on verra en fonction du client, ne marche jamais. C'est qu'à un moment on se retrouve, parce que c'est à nous de prendre cette décision en fait, de se dire est-ce qu'on fait du one shot ou pas. Donc il faut le réfléchir, même si des fois c'est adaptable à la personne. Ça aussi, ça va dépendre beaucoup. Je suis horrible dans mes podcasts. Il faudrait que je donne des choses très claires. Ça va dépendre beaucoup de votre façon de voir le cadre. Moi je pense que le cadre il est plutôt strict et il a pas trop à changer en fonction des clients, mais ça c'est difficile à tenir. Donc définir vos nombres de séances, à peu près, en tout cas au moins si vous avez un minimum de séances, genre 2, 3 séances. Si vous avez par exemple aussi une séance de clôture. Moi ça c'est un truc que je fais beaucoup et que j'aime, c'est la séance de clôture, c'est on rediscute, on se dit qu'on a avancé dans le travail ou que l'objectif est atteint et on se voit pour rediscuter de tout ce qui a été fait, des ressources qui ont été mises en place par la personne, de comment, si ça réarrive le problème, qu'est-ce qu'elle va faire, comment elle va faire, sur qui elle va compter, quelles ressources elle va utiliser, bon bref. Une séance de clôture, pourquoi ? Parce que, pareil, dans ma façon de voir, j'aime pas laisser partir les gens dans la nature et pas savoir ce qu'il advient. Donc on clôture tout le temps un travail qui a été commencé. Mais ça peut se faire, si par exemple votre séance de clôture, elle dure 30 minutes, ça peut se faire aussi à moindre coût, c'est vous qui voyez. Donc pour fixer vos tarifs, il va falloir déterminer vos nombres de séances, à peu près, et là je parle plus d'un nombre de séances minimum, ou d'une façon de voir le one-shot, et va falloir voir avec le marché en fait, combien sont vos concurrents, vos collègues sur l'endroit où vous êtes, à peu près, rester dans la fourchette, pas trop basse non plus, quoi, voir avec aussi vos besoins, donc ça c'est toujours un peu ric-rac de le faire sur ses besoins, parce que si on considère trop nos besoins, on pourrait avoir tendance à faire revenir les gens pour rien, à faire payer trop cher, bon. Mais c'est aussi important parce que si vous avez décidé d'en vivre, il va falloir évaluer de combien vous avez besoin, sachant que votre offre, là on parle de séances individuelles, mais que ça peut être des offres mixtes, avec des séances individuelles, du groupe, avec des ateliers, avec des audios donnés, enfin voilà. Vous pouvez faire plus que de l'individuel. Et donc, ce tarif va aussi dépendre de la valeur perçue, donc quelle valeur de changement, quel changement vous proposez et quelle valeur ça a pour la personne qui va recevoir ce changement, donc qui va créer ce changement. Les prix, les prix, vous les ajusterez au fil du temps, donc pas de panique. Commencez avec un prix, c'est pareil, on va pas trop se prendre la tête sur l'offre au début, commencez avec un prix et vous verrez après. Une fois que vous avez fait ça, qui vous accompagnez pas, etc., vous avez à peu près déjà
un public, vous savez à peu près quelle personne, quelle cible vous accompagnez, même si pour l'instant c'est très large, vous avez à peu près des tarifs. On est sur du à peu près aujourd'hui. Et donc vous allez commencer à pouvoir déjà faire après un business plan. Pour ceux qui auront envie, on fera une petite étape business plan dans les podcasts, la meilleure. Donc pour ceux qui en auront envie, à mon avis c'est intéressant de le faire, rien que pour évaluer sur le marché. Rien que de regarder le marché, de s'intéresser au marché, de voir les concurrences qu'il y a, etc., avec qui vous pouvez bosser ou pas, ce sera intéressant. Mais vous avez une première base pour travailler, et puis ensuite vous pourrez aller plus loin en vous formant en marketing, parce qu'à mon avis ça sera très important. Mais là on est sur débuter à travailler, mais gardez vraiment en tête une formation en marketing à un moment, ou des bouquins, ou des MOOC, ou des ou des vidéos, il y en a plein qui sont en ligne, ou des newsletters, des blogs. Il y a beaucoup de ressources sur internet, mais il va falloir penser à se former en marketing pour vraiment garder du marketing dans sa pratique quotidienne, garder un temps de marketing pour se faire connaître. Je vous mettrai, pas tout de suite, mais je ferai un petit doc pour résumer tout ce que je viens de dire là sur son offre. Ce sera un point sur le cadre, donc arriver à cadrer pour l'instant en gros notre pratique et ensuite on arrivera sur des points plus précis de cadre. Avoir un public avec qui on travaille et des publics avec qui on ne travaille pas, problématiques qu'on travaille, problématiques qu'on ne travaille pas, une base de tarifs et du passage à l'action. Donc commencer à se faire connaître. Je vous mettrai dans le petit doc aussi des articles, des petites ressources, des vidéos peut-être de marketing qui pourraient vous aider. Et nous voyons pour la prochaine fois pour l'étude de marché. Wouh! Bonne ambiance. Étude de marché, business plan, on va voir un petit peu ça et surtout je vous mettrai un doc pas déjà fait, mais à remplir d'études de marché et de business plan. Voilà pour ce podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée.